ça tout de suite. Nous allons suivre la décision de la Cour. Kamoleta Dieudonné, président de la Cour constitutionnelle, vient de faire son entrée avec le juge qui sont membres de la composition du jour. Nous allons suivre quelle est la décision de la Cour constitutionnelle. On attend les... L'audience suspendue est reprise. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les trois prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Globler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour les prévenus Matata, c'est son droit le plus légitime. On ne revient pas sur ce que le procureur général a dit, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres. Mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. L'Assemblée nationale, étant au courant de cela, a normalement pris aucune position contrairement à ce qui peut être dit. Ce faisant, nous continuons. Monsieur le greffier, vous actez que l'instruction qui a commencé à l'audience passée continue. Oui, maître. Vous, c'est pour quelle partie? Noël Globert ne comparez pas, vous savez que vous ne pouvez pas le représenter. Vous ne pouvez pas le représenter. Vous nous aviez saisi, nous avons répondu. Vous êtes mieux placé. Vous savez qu'à un certain moment, nous voulons un état de droit, que les avocats nous aident. Il ne faudrait pas que vous puissiez donner une fausse image. Ceux qui doivent faire en sorte que la population soit instruite et ramenée à la culture de droit, à la culture démocratique, ce sont les avocats. Vous savez très bien que la fois passée, vous aviez demandé pour qu'ils puissent s'outiller. Ok, on a fait droit. Même si on peut reprocher à la Cour de ne pas respecter le droit de la défense, nous sommes une Cour constitutionnelle soucieuse du respect de droits fondamentaux et libertés fondamentales des citoyens. Nous avons accordé. Et si vous trouvez qu'en une semaine, il peut devenir indisponible, c'est son droit. Mais la Cour est là pour faire observer la loi. Quand il y a indisponibilité, alors que l'instruction est en cours, nous ne pouvons pas refuser que quelqu'un soit malade ou qu'il tombe. Pas de problème. Mais la loi nous dit qu'il faut les contre-seins de 3 médecins. 3. Ce qui n'est pas le cas. Vous êtes auxiliaire de la justice, vous maîtrisez très bien la loi et vous savez que c'est de cette façon-là. La loi n'étant pas rencontrée, les défauts est retenu. Et comme les défauts est retenu, vous ne pouvez pas le représenter. Ce qui fait que la Cour ne peut pas vous accorder la parole. Nous continuons l'instruction. Pardon? Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons faire application de l'article 56, alinéa 2 du Code de procédure pénale, lequel article donne au ministère public le pouvoir de faire citer devant vous 3 catégories de personnes, à savoir
les prévenus, les civilement responsables et toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Monsieur le Président, en application de cette disposition, nous avons ou nous tenons à faire citer devant la Cour les personnes ci-après, à savoir M. Toutonde Lentima Dieudonné, M. Wangi Bolokonge Désiré et M. Mutombo Kalonji Thierry. Et vous renvoie à l'article 64 du Code de procédure pénale. Vous savez, les problèmes de délai ne se posent pas parce que pour de telles personnes, la citation peut être faite le jour même de l'audience. Nous demandons donc à la Cour de faire citer les 3 personnes nommément citées pour... Monsieur le procureur général, vous pouvez rappeler leur nom? Il y a M. Désiré Wangi Bolokonge. Excusez, oui. Désiré Wangi. Et puis... Non, ça suffit. Désiré Wangi. Wangi ou Wangu? Wangi. Wangi. Ok. La deuxième personne, c'est M. Thierry Mutombo Kalonji. Oui. Et enfin, il y a M. Dieudonné Toutondele. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Ils ont quelle qualité, Monsieur le procureur général? Monsieur le Président, ce sont des inspecteurs généraux des finances qui ont commencé cette enquête. Et le ministère public estime que ce sont des personnes qui peuvent aider la Cour à éclairer sa religion et à bien dire les droits. Nous en dit, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Désiré Wangi, Monsieur Thierry Mutombo et Monsieur Dieudonné Koutondele. Il n'y a pas moyen que vous mettiez de ce côté? Désiré Wangi, vous pouvez décliner toute votre identité et votre profession. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Procureur général. Merci beaucoup, Monsieur le juge, ainsi que toutes les personnes présentes. Oubliez le procureur général, oubliez toutes les personnes présentes à recevoir la Cour. Point. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Désiré Wangi Bolokonge. Je suis inspecteur général des finances. Chez nous, je suis chef de brigade des recettes, des organismes et des services non fiscaux. Monsieur Thierry Mutombo. Merci, Président. Je m'appelle Mutombo Kalonji Thierry. Je suis inspecteur général des finances. Monsieur Dieudonné Koutondele. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle Monsieur Dieudonné Toutondele Ntima. Je suis inspecteur général des finances. Étant donné que tous les 3 sont des OPJ assermentés, qui rentrent pratiquement dans le ministère public, ils ne peuvent pas prêter serment parce qu'ils ne sont pas témoins, mais ce sont eux qui ont commencé l'instruction préparatoire.
Et il y a au dossier un rapport de novembre 2020 intitulé « Rapport des missions sur la gestion du projet parc agro-industriel de Bukangalonzo ». Ordre de mission numéro 50-PR-IG-CS-JAC-BOP-2020 du 9 septembre 2020 par M. Thierry Mutombo Kalonji, inspecteur général des finances, chef des missions. C'est vous au milieu. Oui. Monsieur Désiré Wangi Bolokonge, inspecteur général des finances, à votre gauche. Et Monsieur Désiré Tutondele Ntima, inspecteur général des finances, à votre droite. C'est votre rapport qui gît au dossier. Pouvez-vous nous donner les éclaircissements sur le pourquoi, quand, comment cette mission d'inspection a été initiée? Oui, Monsieur le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Si la Cour peut accepter que l'avocat général Kassongo vienne siéger en respectant notre répartition des tâches, Monsieur le Président. Il n'y a aucun problème. Vous pouviez même vous changer sans même demander à la Cour. Par respect à la Cour, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Votre autorisation. Merci, Monsieur le Président. La mission de l'inspection générale au mois de septembre 2020 est une mission qui a été initiée à la demande du Premier ministre honoraire Matata, qui avait saisi l'inspection des finances pour enquêter sur le projet Bukangalonzo, étant donné que ce projet était un débâcle à un certain moment parce que il y avait les publics qui s'étaient levés contre ce projet. C'est à ce titre que une équipe de 3 personnes que j'ai dirigée, mon collègue Wangi et les collègues Tutondele, étions assignés à exécuter cette tâche. Et comme en septembre 2020, soit 5 ans pratiquement après que le projet Bukangalonzo ait cessé d'exister, il fallait reconstituer la situation. Nous nous sommes rendus sur terrain pour rencontrer les entreprises qui étaient créées pour la gestion de ces parcs agro-industriels. Il n'y avait aucune trace. Parce qu'il y avait 3 sociétés qui étaient créées pour gérer et exploiter le parc agricole de Bukangalonzo. Il n'y avait aucune trace. Tout était fermé. Alors, on s'est dit qu'il fallait remonter à la source pour reconstituer la situation. C'est comme ça que nous avons commencé nos investigations auprès de la Banque centrale. On s'est dit que c'est la banque qui a décaissé des fonds, qui peut nous donner toute la situation de ce qui a été débloqué au titre de parc agro-industriel Bukangalonzo. C'est comme ça que nous avons fait une requête d'information auprès de cette banque qui nous a livré les relevés de tout ce qui était envoyé, soit au titre de parc Bukangalonzo, soit de Kwango, soit un parc tout simplement.
Alors, de ces fichiers qui étaient très longs, nous avons trié, nous avons filtré pour ne retenir que les fonds décaissés au titre des parcs Bukangalonzo. C'est lorsque nous avons trié, nous avons identifié les comptes dans lesquels ces décaissements étaient orientés. Il y avait un compte en Afrique du Sud, les comptes gérés par Africom Commodity, en sigle Africom, dont l'administrateur principal, c'était M. Globert Christo. Et 3 autres comptes, c'était des comptes locaux pour les 3 sociétés qui étaient créées. Les noms de ces sociétés étaient Parc Agri, pour dire Parc Agro-Industriel de Bukangalonzo. Il y avait CEP Agri, qui était la société d'exploitation du parc agricole de Bukangalonzo. Et la 3e, c'était Marikin. C'était la société internationale de Kinshasa. Donc, marché international de Kinshasa. Lorsqu'on a reconstitué la situation des fonds, nous avons constaté que à peu près 83% des fonds décaissés étaient envoyés en Afrique du Sud, dans les comptes de Africom. Tous les détails sont versés dans les rapports, Monsieur le Président. C'était seulement 17% qui étaient des fonds décaissés pour les partenaires locaux, notamment pour les 2 sociétés qui avaient soutiré le courant de la nationale numéro 1 jusqu'au niveau de Bukangalonzo et la construction du poste qui devrait alimenter le parc en énergie électrique. Donc là, c'était des sociétés qui étaient localement identifiées. Alors, comme il y a eu beaucoup de fonds qui sont allés en Afrique du Sud, on a cherché à comprendre, mais comment on a identifié ces partenaires africains. Normalement, un projet de telle envergure, engageant plus de 280 millions de dollars, et le chiffre reconstitué de la Banque centrale dégageait 287 millions de dollars, y compris les 1 milliard 100 millions que les fonds de promotion de l'industrie avaient aussi débloqués. Donc le tout faisait 287 millions. Alors c'est comme ça que nous nous sommes intéressés à connaître qui était Africom. Monsieur le Président, on a écrit à Monsieur Globert Christo. Nous avons même causé avec lui au téléphone. Et nous avons constaté que Africom n'avait que 3 ans d'existence. Elle était créée en 2011. Alors que le projet Bukangalonzo a commencé en 2013. Ça veut dire que dans 3 ans, la société ne pouvait pas démontrer une expertise dans la construction et dans l'aménagement d'un parc agricole. Nous avons aussi constaté que Africom n'était qu'une société holding. Et quand on parle d'une société holding, on voit
une structure, superstructure, qui gère des filiales du même groupe. Donc, une société holding n'a pas d'activité propre, si ce n'est qu'assurer la coordination des activités de ses filiales. On a interrogé les filiales de cette société pour voir s'il y avait parmi ces filiales une qui était spécialiste en gestion de parcs. On n'en a pas trouvé. La principale filiale, c'est Triomphe, qui est spécialiste en production des engrais agricoles. Et cette société a une filiale ici au Congo, dans le Bas-Congo, qui s'appelle aussi Société Triomphe. Une autre filiale qui était un peu active, c'était une société qui fabriquait et livrait des tracteurs, des petits tracteurs agricoles. Mais pas de traces sur la gestion des parcs. La troisième société, c'était Desticlops. Cette société, c'est une société de commerce général. On a cherché aussi à connaître quelle était la spécialité de cette société. On a découvert que c'était une société créée en 2011, mais qui n'avait pas d'assises sur le marché. On a interrogé la plateforme de compagnies sud-africaines pour savoir si ils ont des informations sur cette société, Desticlops. Et ils nous ont répondu que non, c'est une société qui a été effectivement enregistrée pour faire le commerce général. Mais sur le terrain, il n'existe pas. Ils ont fait des recommandations pour que l'on ferme cette société. La pièce est dans les rapports, Monsieur le Président. Mais c'est cette société qui est, entre guillemets, fictive, à laquelle on a confié la mission d'asphalter la route qui devrait relier la nationale numéro 1 jusqu'au niveau de Bukangalonzo. Et cette route n'a jamais été asphaltée. C'est cette société qui a perçu des montants au titre des prestations comme rémunération par rapport à ce qui se faisait. Monsieur le Président, on a cherché à connaître qui étaient les dirigeants de cette société et on a trouvé que c'était Monsieur Globler et Monsieur Peter Venter. Les deux là, ce sont les deux qui ont aussi piloté le parc agro-industriel et même les trois sociétés dont je parlais tout à l'heure. Et nous pouvons comprendre comment la situation était très délicate. Moi-même, Monsieur le Président, j'ai écrit encore à Monsieur Globler pour lui demander les états financiers, pour lui demander les justificatifs de tous ces montants qui représentaient plus ou moins 232 millions de dollars. Parce que nous avons enlevé les montants qui étaient destinés à la construction du poste qui devrait permettre les soutirages du courant et puis desservir Bukangalonzo. On lui a écrit pour qu'il puisse donner les justificatifs de ces montants. Monsieur Globert a dit que, en gros, je reconnais que toutes ces dépenses et tous ces fonds ont atterri dans notre société, mais il y a une société que nous ne reconnaissons pas. C'est la société qui a fourni un équipement qu'on appelle UBM, et cet équipement a coûté 7 millions de dollars.
Alors, il ne reconnaissait pas cette machine. Et quand nous sommes arrivés même sur le terrain, on n'a pas vu cette machine, ou les traces de cette machine. Mais ça coûtait 7 millions de dollars. Mais pourquoi la question lui était posée? C'était censé être réceptionné par sa société ou bien être commandé par sa société? Non, c'est parce que quand on lui a envoyé tous les paiements, les relevés de tous les paiements, avec l'air libellé, alors il a regardé, il a dit, non, mais cette dépense, moi je ne la reconnais pas. Je ne connais pas cette société. Alors c'est comme ça qu'il va écrire, il va nous écrire. Monsieur le Président, je crois que l'email de Monsieur Globert est dans les dossiers. C'est en anglais, mais on l'a traduit en français. C'est sûr. Et c'est dans cet email que Monsieur Globert va se plaindre de ce à quoi il se retrouve. Il a même évoqué les problèmes de corruption. Je demanderai à mon collègue de regarder l'annexe, comme ça on peut vous communiquer l'annexe de ce dossier. Alors, il reconnaissait les autres, mais pour celui-là, il ne reconnaissait pas. Alors, on s'est dit qu'il est difficile qu'on puisse des justificatifs parce qu'il n'y avait pas de comptabilité. La comptabilité était tenue en Afrique du Sud. L'équipe s'est même intéressée à appeler Madame Ida. Madame Ida était la conseillère du Premier ministre honoraire, qui a été par après désignée comme DG à la société Parc Agri. Madame Ida dira que je n'avais aucun contrôle. Et je crois que la pièce est versée aussi dans les rapports, Monsieur le Président. Il n'avait aucun contrôle sur les mouvements de fonds. Tout ce qu'elle pouvait gérer, c'était payer des petits fonds pour payer les travailleurs. Le reste, ça ne la concernait pas. Alors, on s'est dit, faisons un peu une gymnastique pour voir comment on peut reconstituer le vrai montant du montant qui a été débloqué. C'est comme ça que l'équipe, Monsieur le Président, s'est déplacée pour les commissionnaires en douane, Bolloré. Parce que tous les équipements qui étaient importés, c'était importé et dédouané par Bolloré, Agetraf Bolloré. L'équipe s'est déplacée, est arrivée sur place et a compulsé les dossiers, quelques dossiers des équipements importés. Je crois que mes collègues vont donner les détails sur ça, parce que c'est de là que ressort la surfacturation. Nous avons aussi constaté, Monsieur le Président, comme des grandes constatations, qu'il y avait un conflit d'intérêts. On ne pouvait pas comprendre que Africom soit un acheteur et un vendeur en même temps de tous ces équipements. Alors on s'est dit, mais comment on a trouvé M. Globler pour qu'il vienne gérer? Est-ce qu'il y a eu passation de marché, le respect des passations de marché public? Parce qu'avec ces montants, il fallait que l'offre soit internationale, qu'on fasse l'appel d'offres international. Mais ici, c'est un contrat de gré à gré. Comment on a identifié Africom, une société qui n'avait que 3 ans d'existence, pour gérer un si grand projet? C'était des questions que nous nous posions, Monsieur le Président.
Mais lorsque vous regardez le projet lui-même, il est bon. Parce que ce projet vient du plan national d'investissement pour la RDC, qui était facilité par le marché commun de l'Afrique australe et orientale, comme sensible. C'était en 2012, lorsqu'on a adopté ce programme-là. Et ce programme prévoyait la construction des parcs agro-industriels dans toutes les provinces du pays. Et c'est un programme qui était piloté par le Premier ministre était venu encourager ce plan-là au niveau de l'agriculture. C'est comme ça que ce plan devrait être concrétisé à partir d'un projet pilote. Et Bukangalonzo était choisi comme un projet pilote. À partir de ce succès, eh bien, on pouvait étendre ce projet. Il prévoyait 3 grandes étapes. La première, c'est de construire les parcs. La deuxième, donc construire les parcs et produire le maïs. La deuxième phase, ou deuxième étape, c'était d'exploiter le maïs, là, donc la culture de maïs, mais également étendre des activités pour qu'on crée des pocheries, qu'on crée une usine des engrais et diversifier les produits agricoles. Et dans la troisième étape, on devrait maintenant commercialiser les produits de Bukangalonzo. Non seulement pour le marché intérieur, mais aussi exporter. C'est comme ça qu'il y a eu ces 3 sociétés-là, Parc Agri, Cepagri et Maritime. Un bon projet. Mais on a constaté qu'il n'y avait pas d'étude de faisabilité pour un si grand projet. Tout ce qu'on a trouvé, c'était un plan, disons un business plan qui était vraiment squelettique, qui ne renseignait pas grand-chose. Et on a compris par après comment on s'est lancé dans les importations des équipements parce qu'on naviguait à vue. On n'avait pas vraiment une bonne étude de faisabilité qui devrait guider la réalisation du projet. Et c'est comme ça que nous expliquons le débâcle, mais mes collègues peuvent me compléter avec des détails sur les niveaux de détournement qu'il y a eu. D'accord, ils peuvent parler et nous allons éventuellement poser des questions de compréhension. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En ce qui concerne les chiffres, l'Inspection générale des finances a procédé par des demandes de renseignements auprès de tous les services qui pouvaient mettre à sa disposition les éléments nécessaires. C'est ainsi que nous nous sommes adressés au ministère des Finances, au ministère du Budget, par la chaîne de la dépense, à la Banque centrale, au FPI, ainsi qu'aux autres banques commerciales, notamment Standard Bank, BCDC, qui ont mis à notre disposition un certain nombre d'éléments. L'analyse de ces éléments, provenant particulièrement de la chaîne de la dépense, ainsi que du ministère des Finances, nous a permis d'aboutir à un montant total, dans un premier temps, de 312 millions de dollars, qui avait été ordonné pour le projet. Après analyse des documents, nous avons estimé qu'on devait enlever là où les dossiers n'étaient pas complets. C'est comme ça que nous sommes revenus en ce qui concerne la partie qui est sortie du Trésor public à 285 millions, et puis en ce qui concerne la partie venue du Fonds de promotion de l'industrie à 1,1 million, ce qui nous a donné le total de 287 millions. Dans l'entretemps, parmi les éléments demandés, nous avons également obtenu, en ce qui concerne les importations, les éléments de la société Triomphe RDC qui effectuait toutes les importations
parce que Triomphe disposait d'un arrêté interministériel qui lui accordait les exonérations au nom du parc agricole de Bukangalonzo. Et nous avons également obtenu les éléments qui sont venus de la DGDA et d'autres de Bolloré, comme vient de le préciser mon collègue. Et nous avons constaté ceci. En ce qui concerne les factures, parce que le dossier qui est venu de Triomphe RDC reprenait également les numéros de factures ainsi que les montants payés. Nous avons constaté après analyse que toutes les factures étaient délivrées par les sociétés du groupe et élaborées par quelques 3 ou 4 personnes. Et parmi les personnes qui élaboraient les factures, nous avons également trouvé le nom de M. Grobler. Alors, toutes les déclarations étaient faites par Bolloré. Alors, dans les dossiers que Bolloré a mis à notre disposition, nous avons constaté qu'il y avait également des factures des sociétés d'origine auprès desquelles ces marchandises avaient été effectivement acquises, mais qui avaient été remplacées par des factures des sociétés du groupe. Et il y avait des écarts très importants entre les factures d'origine des sociétés auprès desquelles les marchandises avaient été effectivement acquises et puis les factures de remplacement. C'est sur base. Non, à ce niveau-là, les factures d'origine et les factures de remplacement. Comment vous avez su que ça, ce sont des factures d'origine et de remplacement? Les deux sortes de factures étaient maintenues ensemble. Les deux sortes de factures étaient maintenues dans les dossiers que nous avons retirés auprès de Bolloré. Une marchandise qui a été achetée en Chine quitte la Chine pour venir directement en RDC. En ce qui concerne le transport de la marchandise, c'est sans détour, sans transit. C'est acheté en Chine, ça vient en RDC, mais nous avons à la fois la facture de la société chinoise et nous avons en même temps une facture qui nous provient de l'Afrique du Sud. Et ça, c'est contenu dans des dossiers et les dossiers sont à votre disposition également. C'est sur base de ces écarts-là que nous avons reconstitué le montant que nous sommes dit qui n'a pas été utilisé effectivement pour le compte du projet. Voilà, en fait, en ce qui concerne la surfacturation, ce que je peux dire et merci beaucoup. D'accord. Et M. Dieudonné? En fait, je voulais donner un peu plus d'éclaircissement sur ce que mon collègue vient de dire. En fait, il s'agit de quoi? Comme la société Africom était un consortium composé d'une quinzaine d'entreprises appartenant au même propriétaire. En fait, la société Africom, qui était chargée de gérer les projets du parc ici, recevait les fonds qui lui étaient envoyés directement dans son compte en Afrique du Sud, qui lui étaient transférés dans son compte en Afrique du Sud. Et c'est cette société-là qui passait commande auprès des sociétés membres de sa filiale. Or, ces sociétés-là n'étaient pas producteurs de ces biens-là. Ces sociétés-là, à leur tour, passaient commande auprès des vrais fournisseurs. Ça pouvait être en Chine, aux États-Unis, même par-ci, par-là. Et quand ils passaient cette commande, en fait, maintenant, la facture, les documents... Donc, non, peut-être là, nous voulons avoir beaucoup plus de précision. Il y a un consortium, un holding, comme on peut dire. Il y a la société. Non, c'est lui qui a dit, c'est juste pour qu'il explicite. Nous voulons avoir des termes. Nous avons les rapports, mais nous voulons juste qu'il revienne là-dessus avec un peu plus de précision. Vous allez l'aider. Il n'est pas prévenu. Le rapport a été co-signé par vous trois. Donc, ce qui fait que vous pouvez vous compléter
Mais laissez-lui la parole. Donc, la Cour veut comprendre, n'est-ce pas? Il y a un holding qui a plusieurs sociétés. Africom reçoit l'argent pour acheter tel matériel ou telle marchandise. Africom envoie l'argent à ses filiales. À ses filiales, exactement. Là, l'argent n'est pas encore sorti pour aller acheter. Là, l'argent est encore dans le cercle Africom. Exactement. La filiale, en ce moment-là, va faire la commande. Exactement. À la société qui doit fournir. Qui doit fournir. Mais, mais pour les dédouanements ici, c'est la société membre du holding qui est présentée comme les fournisseurs. Mais en fait, mais les vrais fournisseurs, c'est pas elle. Donc, c'est comme si ça passe par cette entreprise, par cette société. À son tour, elle passe commande et elle fournit comme si c'était elle, les vrais fournisseurs. C'est en fait ça. C'est ce qui explique que les fonds qui ont été transférés en Afrique du Sud et passent commande, maintenant au niveau des Bolloré, nous avons pu retrouver la facture du véritable fournisseur. Et quand vous comparez, les écarts sont énormes. On a trouvé c'était une moyenne de 7,8 multiplié par 7,8 en moyenne. Mais il y en a où c'est même multiplié par 15. Je donne un exemple comme ça, quelque chose qui coûte 100 000, mais on vous le facture, par exemple, 1 500 000. Était acheté à 100 000 en Chine. Par exemple. Pour la RDC. La facture de la Chine est trouvée. Mais au même moment, il y a une autre facture de l'Afrique du Sud. C'est ça. Qui met à quel montant? Par exemple, 1 500 000. Il y avait des écarts 15 fois plus, 5 fois plus. Alors, la moyenne, c'était 7,8 fois. 8 fois. Donc, alors, il y avait déjà un cabinet d'audit qui avait fait un travail avant nous, qui avait fait les mêmes constats des surfacturations exagérées. Et nous, quand nous sommes venus, on a aussi, nous avons pu confirmer cela, quoi, dans notre rapport. C'est ça. D'accord. Vous avez parlé, ça c'est en général, vous avez d'autres précisions sur ce point-là? Oui. Ok. Pour ajouter beaucoup plus de précision à ce que mon collègue a dit, nous avons aussi écrit à M. Christo pour lui demander comment il y avait des si grands écarts qui présageaient la surfacturation. J'ai mon email et la réponse de Globler qui sont versés dans les dossiers. On a ça dans le dossier. Alors, il dit ceci dans sa réponse, que si nous avons augmenté, si vous voyez que le montant est un peu supérieur, c'est parce que nous avons incorporé dans ces biens qui sont dédouanés certains éléments tels que le carburant, l'achat de carburant pour ces matériels. Parce qu'on n'a pas confiance au carburant qui est vendu sur le territoire de la RDC. On a incorporé le frais de transport de ces équipements de Matadi jusqu'à Bukangalonzo. Alors que la valeur CIF ne prend pas ça en compte, marchandise. Il dit, nous avons aussi incorporé les frais de maintenance dans les coûts de ces équipements. Alors que la maintenance, ce sont les frais d'entretien et de réparation. Et ça, ce sont des véhicules, des équipements neufs. Alors, on a compris que ce n'était pas des raisons qui étaient fondées. Donc, ce que Ernest et Young, le cabinet que mon collègue tout à l'heure, à laquelle il a fait allusion, a fait le même constat. Et nous nous sommes allés au-delà parce qu'on a écrit
Et M. Globler nous a répondu. Toutes ces pièces sont dans les rapports. Merci. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est par rapport aux chiffres. Dans le projet lui-même, en ce qui concerne la production de maïs, le montant de 54 millions aurait pu suffire. Mais comme vous le constatez, nous arrivons à un montant de loin beaucoup plus important de 287 millions. Et l'équipe de contrôle s'est donnée à faire la répartition par nature parce qu'il y a des libellés. C'est comme ça que nous avons quand même fait une répartition par libellé. Les autres fonds n'étaient pas destinés uniquement au projet de maïs, mais aux autres projets, lesquels malheureusement n'ont pas été réalisés. Nous avons Marikina, nous avons l'achat de vaches, nous avons beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées dans nos constatations. L'argent était sorti. L'argent était sorti après la visite des sites. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Ok. Quand vous, dans le rapport, vous parlez de la société Triomphe RDC, est-ce que vous avez cherché à connaître qui en étaient les associés? C'était qui? Il y avait deux associés, donc deux administrateurs principaux. C'était M. Christophe Globler et M. Peter Venter. Ce sont les mêmes qui ont aussi géré le parc. Donc il y avait Triomphe RDC, Triomphe en Afrique du Sud. Oui. Il y avait Africom. Oui. L'Africom, c'était la société holding. Ah oui, donc holding, là où se trouve M. Globler. Oui. Triomphe RDC, Triomphe sont à l'intérieur. Oui. Et il y avait quelle autre société il y avait Sendler. Mais ceux-là n'avaient pas beaucoup livré. Il y avait BIC, Michigan, donc pour les tracteurs et autres. Donc il y avait quelques sociétés là. D'accord. Et c'est toujours, Monsieur le Président, Monsieur Globler et Monsieur Peter, qui étaient aussi co-actionnaires dans une société qui a été créée à la même période, en 2014, une société qui avait presque le même objet que Bukangalonzo. En interrogeant, je crois que les pièces sont versées au dossier, Monsieur le Président. Toutes les pièces sont jalousement conservées dans les dossiers. Oui, oui. Donc, on a trouvé que c'était une société qui a bénéficié aussi de certaines prestations. Et qui était actionnaire? On trouve, collègue, vous pouvez me rappeler, il y avait une dame qui est actionnaire, il y avait M. Globler, il y avait Peter, donc le monsieur sud-africain, et puis il y avait un quatrième qui s'appelait Matata. On ne sait pas, est-ce que c'est une coïncidence ou quoi, mais le nom de la dame, qui était, la société c'était Feed Africa. Donc, les collègues confirment que c'est l'épouse du Premier ministre honoraire. Qui était parmi les associés. Oui, qui était associé majoritaire dans cette société, Feed Africa. Elle était aussi dans, la société était aussi dans les holdings ou bien la consortium? Non, non, elle était en dehors. Mais elle a aussi reçu... Oui, oui, des prestations. Oui, collègue, ça va pas. Je voulais juste donner aussi une petite précision à propos de Feed Africa. En effet, c'est une société qui a été constituée régulièrement parce qu'avec un numéro d'affiliation. Mais les associés, effectivement, c'est Madame Matata
Matata, bon, les postes non est consigné là-bas, c'est l'épouse du Premier ministre honoraire. Il y a aussi monsieur, je crois, Mchouli, qui est le frère au prévenu Matata. Dans Fille d'Afrique toujours, il y a aussi comme associé l'épouse de monsieur Grobler. Donc ce sont des précisions que je voulais donner à propos de Fille d'Afrique. Et je voulais aussi insister sur le fait que les greffiers a bien noté que Desticlox, c'est effectivement une société fictive, mais qui a eu à gérer des fonds publics pour l'aménagement des routes dans le projet Bukangalonzo, route qui n'a jamais été aménagée. Je voudrais aussi insister sur le fait que les inspecteurs généraux des finances au PJ mettent un accent sur M. Grobler, parce qu'effectivement, M. Grobler est le pivot central de tous les fonds qui ont été décaissés par les trésors publics, passés par Africom. Et dans Africom, M. Christophe Grobler, même si c'était un holding, c'est un administrateur qui a dû signer les différents actes avec la République démocratique du Congo au travers, bien sûr, des ministères des tutelles. Je voudrais aussi faire noter par les greffiers le fait que il peut se faire qu'un débat surgisse sur le fait que nous ayons attrait M. Grobler devant votre cour du chef de détournement des deniers publics. Il peut nous autres opposer qui n'a même pas qualité d'agent public. Comment pouvons-nous le faire? Nous affirmons que, et cela est constant, un particulier privé peut être poursuivi pour détournement des fonds publics s'il est chargé d'une mission de service ou mission, donc une mission de service public ou mission d'intérêt général et qu'il a la gestion des fonds publics. C'est le cas en espèces parce que à toutes les deux étapes, contrat de gestion, il n'était qu'un prestataire chargé d'exécuter les missions d'intérêt général pour la République démocratique du Congo. Au niveau de la convention d'actionnaires, c'est bien sûr une société de la réalisation du projet, la gestion, réalisation, exécution d'une mission de service public ou d'intérêt général qu'est le projet agro-industriel de Bukangalonzo. Donc, sur ce point-là, je pense que la précision est utile. Nous l'avons attrait à ce titre-là du chef de détournement des deniers publics, j'ai dit. D'accord. Pour les inspecteurs, au fait, le prévenu Matata, en ce moment-là, était Premier ministre. En principe, ce n'est pas lui qui gère. Quelle est sa responsabilité? Lui n'est que Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est parce que le projet était piloté au niveau de la primature. Et il y avait une cellule que le Premier ministre honoraire avait mise en place. C'est à cette cellule qu'appartenait Madame Ida, qui fit par après, elle était conseillère à la primature à l'époque, qui a été nommée par après pour assurer la direction de cette société. Mais nous avons aussi trouvé certaines références de lettres par lesquelles les premiers ministres demandaient au ministre délégué des Finances, parce qu'en ce moment-là, il existait le ministre délégué chargé des Finances.
Donc il était délégué par rapport au pouvoir que détenaient les premiers ministres honoraires. Donc les lettres qui demandaient de payer en urgence, et la plupart de ces dépenses étaient exécutées en utilisant la procédure exceptionnelle. Donc c'était hors la chaîne. Donc il fallait débourser cet argent-là par la procédure exceptionnelle. Et cette procédure est activée si le ministre des Finances est en charge des finances, il écrit une lettre à la banque. Et la banque s'exécute. La régularisation vient après. Et dans le cas d'espèce, le ministre qui gérait les finances à l'époque était le ministre délégué, chargé des finances. Ce qui fait qu'une telle lettre devrait provenir du Premier ministre, parce qu'il y a des dépenses comme ça. Vous permettez, Monsieur le Président? Attendez, Monsieur le procureur général. Pour un tel projet, il y a des ministres sectoriels. La Cour veut savoir si le travail de préparation, d'élaboration du projet a pris combien de temps et quels sont les ministres sectoriels qui ont préparé avant que le démarrage ne soit lancé. Merci beaucoup, Président. L'équipe de contrôle a fait venir les ministres aussi concernés. Ils avaient été invités et ils ont répondu à nos questions. Et nous avons constaté par la suite que aucun ministre n'était vraiment impliqué. Même pour la signature du projet, ils avaient reçu la correspondance, l'invitation pratiquement le même jour, parce que c'est venu les jours avant. Ils ont reçu puis ils sont partis pour la signature. Mais pour les documents signés, aussi bien les ordres de mission pour le contrôle, l'évaluation, le suivi, la mise en place du projet, les ordres de mission sont signés PM au niveau de la primature. Les ordres de paiement également sont signés au niveau de la primature. Même les caisses qui ont géré les fonds de fonctionnement pour différentes actions au niveau du projet, ce sont des bureaux comptables qui malheureusement n'ont pas voulu mettre à notre disposition les éléments avec leur justification. Le bureau comptable de la primature et le bureau comptable du ministère des Finances. Ce sont ces deux bureaux comptables essentiellement, pas les bureaux comptables des autres ministères qui ont également géré le reste des fonds pour le fonctionnement, pour le suivi, pour l'évaluation, pour le contrôle du projet. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président. À propos de la question que vous avez, dans toute votre discrétion, posée aux inspecteurs, je voulais donner une précision parce que lors de l'instruction préjuridictionnelle, nous avons eu à entendre les différents membres du gouvernement honoraires. Nous avons entendu le ministre de l'Agriculture à l'époque, je crois que c'était M. Kabemouéou, le ministre honoraire à l'industrie, je crois M. Moussoungaï, le ministre honoraire des Finances, M. Moulangiav, le ministre délégué aux Finances, M. Kitebi, et la sénatrice honoraire Ida Kamonji, qui était à l'époque conseillère à la primature. Tous, unanimement, ont déclaré n'avoir pas été associés dans la conception, réalisation et l'exécution de ces projets. Et d'ailleurs, la ministre Munga Messozi, ministre honoraire, s'était même insurgé, je crois que c'est acté au procès-verbal, pour dire qu'on ne devrait pas la mêler à cette affaire parce qu'elle n'était
même pas associé à quelque niveau que ce soit. C'est ainsi que elle dira par exemple pour les contrats d'actionnariat qu'il fallait signer, on lui fait parvenir les documents les 17 avec instruction formelle du Premier ministre qu'il n'y a pas à retrancher, il n'y a pas à ajouter les 17 et on lui intime l'ordre de retourner les documents signés les 18, je crois, février. C'est ce qu'elle avait fait et elle a dit je n'ai même pas eu le temps d'examiner la teneur de ces conventions, donc on ne peut même pas m'associer à cela. Alors cela est d'autant plus vrai que cela s'est passé au cabinet ou à la primature parce que nous avons les conseillers en charge du développement, je crois, un certain John Moussousa Oulimwengu. C'est celui-là qui a pris contact avec le Grobler en Afrique du Sud, qui a été partout, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe, au motif de chercher les partenaires. Et voici ce qu'il dit. Je prends juste quelques paragraphes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, conformément à vos instructions, nous présentons ci-dessous les arguments ayant motivé la structuration des entreprises au niveau du parc agro-industriel de Bukangalonzo. En effet, compte tenu de la complexité des activités du projet agro-industriel, une structuration de celle-ci par filière est indispensable afin de renforcer les conditions d'efficience et de rentabilité de l'ensemble de l'initiative. Je termine là où il dit « Nous aimerions terminer en apportant l'attention de votre autorité que les retards dans la création formelle de ces entreprises et de l'initiative. Nous suggérons que ces entreprises soient d'abord créées comme entreprises publiques, avec les 100% des parts appartenant à l'État. À la limite, les partenaires d'Africom peuvent être associés comme il s'agirait d'une négociation directe. Vos instructions nous obligeraient, profond respect. » Et la ministre du portefeuille revient sur ces messieurs qui venaient avec les documents, avec des lettres contenant des instructions formelles pour qu'on ne retranche ni qu'on ajoute quoi que ce soit. Les PV est versé au dossier. Je crois que les inspecteurs ont fait part aussi de l'intervention pour la gestion au quotidien, pratiquement du projet. Effectivement, les ordres de mission, il y en a plein dans les dossiers. Tous les ordres de mission sont signés par le Premier ministre, accordés aux membres du cabinet, donc de la primature, pour effectuer les missions, entre guillemets, des contrôles. Bon, apparemment, c'était des missions de villégiature. Et les fonds transités par le comptable code 0506 de la primature. Donc, comme il vous a été dit, aucun ministère n'a été associé ni dans les décaissements, ni dans l'engagement des fonds, si ce n'est que la primature sur ordre formel du prévenu Matata. J'ai dit, et c'est la précision que je voulais donner. Merci, chers collègues. Collègue, si vous avez de précisions. Oui, collègue Sylvain. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole. Toujours dans le souci d'avoir des clarifications et des certitudes